Comme ça, je lance l'enregistrement pour le replay. Du coup, Marc, tu seras dans l'équipe Pluton. Ok. N'hésite pas à... Alors, hop, je vais te mettre À une partager petite mon pastille écran. de couleur dans le chat, à l'ajouter à ton pseudo. Euh, Donc, sur le chat, Ouais, everyone. Et je vois ça. de manière générale, je vais mettre Je- le lien d'un document dans le chat pour tout le monde où, une fois que tu auras fait ta présentation, je synthétiserai ta thématique de recherche en une phrase et tout le monde pourra la consulter sur ce document. Ça marche. Sur Ça me ce, va très bien. je te laisse partager ton écran. Mon écran. Ouais, je vais Alors, essayer je vais tout en essayer bas de ça. la barre des tâches, nickel. Ouais. Donc là, on Hop, se voit en hop. abîme. Ouais, c'est bon, Et normalement, c'est dès que fini. c'est OK pour toi, je lance le chronomètre des 3 minutes. Ok. Et puis on sera Attends, parti. je vais aussi avoir mon côté. Hop, pardon. C'est bon. Allez, Le coup, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marc Damy. Je suis en thèse actuellement entre l'INRIA en France et l'Université de Twente aux Pays-Bas. Et je travaille du coup sur ce sujet un peu sombre qui est protocole sécurisé pour un apprentissage machine décentralisé et vérifiable. Donc, on va essayer d'un peu comprendre très rapidement ce qui est derrière ce sujet. Donc voilà, je suis en troisième année de thèse là actuellement. Mon domaine globalement est l'informatique. Le sous-domaine dans lequel je travaille, c'est l'IA, l'intelligence artificielle respectueuse de la vie privée. En général, je pense que vous avez tous et toutes une intuition on va dire, des deux parties de ce sujet. L'IA, bon, notamment avec toutes les avancées sur ChatGPT, etc. La plupart des gens savent ce que c'est à peu près, pas comment ça fonctionne, mais ont une intuition de ce que c'est. Et le respect de la vie privée commence à être très répandu depuis l'adoption du RGPD. Donc en général, les gens entrevoient ce que sont ces deux thématiques, mais ont du mal à voir qu'est-ce que veut dire leur mélange ensemble. Donc l'idée générale, c'est d'entraîner ou d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle sans révéler les données personnelles à un tiers. Par exemple, bon, si on retourne sur les exemples un peu de bateau, ChatGPT, pour avoir un ChatGPT respectueux de la vie privée, il faudrait notamment que vous puissiez envoyer des questions au serveur de OpenAI, que vous obteniez une réponse, mais que le serveur d'OpenAI ne sache même pas quelle était votre question. Donc, vous ne révélez pas les données personnelles qui sont relatives du coup à votre question. Les motivations derrière cette recherche, elles sont multiples. La première, c'est évidemment le respect de la vie privée. On a eu de nombreux scandales de fuite de données personnelles, etc. au cours des dernières années, ou d'abus de données personnelles. Du coup, le respect de la vie privée est, on va dire, une motivation assez évidente. Ensuite, il y a aussi la question de la confiance. C'est que certaines applications de l'IA sont très intéressantes et nécessaires. Par exemple, la modération automatisée, c'est très important sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas se permettre d'avoir des dérives. Donc, il faut avoir on va dire, des IA qui prennent en compte des valeurs éthiques on va dire, pour que ce soit déployé dans de meilleures conditions et que les gens aient confiance en ces systèmes. Enfin, il y a la décentralisation des services numériques. Le fait de faire de l'IA respectueuse de la vie privée, ça nous permet aussi de changer le rapport de force. C'est plus Google qui possède les données, vous gardez vos données. Et donc là, c'est des choses totalement différentes. On peut sortir du capitalisme de surveillance, etc., tout en ayant les mêmes services. Et pour finir, je peux vous donner un peu une intuition de comment ça marche. À gauche, c'est un peu l'apprentissage l'IA classiquement. Vos téléphones vont envoyer vos données personnelles et le serveur va entraîner un modèle sur vos données personnelles. En apprentissage qu'on dit fédéré, donc qui respecte la vie privée, chacun de vos téléphones va entraîner un petit modèle. Vous allez échanger des modèles comme ça avec un serveur central. Et en fait, le modèle commun et général, qui sera public à tout le monde, sera un peu le modèle moyen. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire de l'IA décentralisée, c'est qu'on n'envoie plus les données, mais on échange simplement des modèles. Et donc mon but dans ma thèse, c'est juste d'améliorer ces protocoles pour arriver à des applications dans la vie réelle qui peuvent avoir des milliers, voire des millions, par exemple, de téléphones. Donc voilà, c'est la fin de la présentation, 3 minutes pile, parfait. Donc le si timing vous voulez en savoir impeccable. plus, Alors, laisse ta n'hésitez pas à slide. venir discuter. Ah, oui, Alors, hop. Ouais, je suis toujours en micro portatif. Ok, alors du coup, si je résume, elle est pas mal ta dernière phrase. Ouais, améliorer les protocoles pour permettre des applications réalistes. Si tu veux vraiment un résumé, on va dire, du domaine de recherche, enfin Ouais, de c'est quelque plutôt chose de général, entraîner c'est ou entraîner des utiliser. modèles. Ok, Ouais, bah top, je vais mettre ça te ça. simplifiera sûrement. Super. Et puis c'était déjà écrit derrière.
Bon bah top, merci, pile poil. Mmh. Du J'ai coup, arrêté de personne partager. suivante. Ouais, tu vois comment arrêter le Mmh, hop, partage, nickel. ouais. Je vais inviter Morgane à prendre ta place et puis je te laisse t'installer dans le public où tu veux. Hello. Est-ce qu'on m'entend? Alors moi je t'entends. A priori, ouais, si, Ouais, c'est a bon. priori vu les pouces qui défilent, je Mmh, pense que c'est ça OK. devrait être bon. Alors, Alors, hop, le je te laisse diaporama. partager ton écran. Ouais, c'est bon. Alors voilà, donc je viens aujourd'hui vous parler de la parure du Paléolithique supérieur, donc autrement dit, la fin de la préhistoire. Alors le Paléolithique supérieur, je pense que ça vous parle pas beaucoup parce que notre vision de l'histoire, elle est très, très floue déjà et elle s'arrête à peu près, je pense que le truc le plus ancien dont vous devez vous souvenir, c'est l'Égypte ancienne et même dans l'Égypte ancienne, je pense que le plus vieux truc, ça doit être, heu, je sais pas moi, Ramsès II ou quelque chose comme ça. Du coup, ça débute il y a 45 000 ans. Voilà, donc il faut quand même se représenter des temporalités assez, fortes et ça se termine vers 12 000 ans, donc ça correspond à un âge glaciaire et c'est la fameuse période de ce qu'on appelle l'homme des cavernes. Alors ça, c'est le gros cliché. J'en parlais tout à l'heure quand on mélangeait les groupes, mais je pense que si je vous parle de préhistoire et d'hommes préhistoriques ou d'hommes des cavernes, dans votre tête, il y a une image qui se forme d'une sorte d'homme un peu bourru, avec son petit pagne léopard, qui tire sa femme par les cheveux avec sa grosse massue dans l'autre main. Et en fait, là, on est dans du pur cliché. Pareil, on a toute une mythologie autour de la préhistoire qu'on retrouve dans des films. Donc là, je vous ai mis 10 000 BC, enfin 10 000 ans avant notre ère, enfin voilà, qui est un super film des années 2000. Dans le gros kitsch des années 2000, on a quelqu'un face à un tigre des dents de sabre que l'homme n'a jamais rencontré. Et non. Je sais que c'est une star dans les jeux vidéo et au cinéma, mais non. Et en fait, on a un peu cette vision très sauvage en fait de l'homme préhistorique, qui est complètement fausse et qui est liée en fait aux croyances euh, du 19e siècle et du 20e siècle. On appelle ça le darwinisme social. Vous savez, c'est cette pensée qui justifie la colonisation, qui fait que finalement, plus les gens sont éloignés dans l'espace, donc les populations qui sont très éloignées de l'Occident, et plus on est éloigné dans le temps, finalement, plus on est un sauvage, c'est-à-dire une sorte d'humain, mais un peu bestial quand même. Et en fait, c'est pas du tout ça. Alors, ce qui est intéressant avec la parure, je reviens sur mon diaporama, tac, voilà, c'est que ça donne un aspect un petit peu plus proche de nous. C'est-à-dire que ces personnes qui paraissent tellement éloignées dans le temps, eh ben, c'est déjà notre espèce. En fait, c'est des gens comme nous. Il n'y a pas de différence cognitive, par exemple. En fait, il n'y a pas de différence physique. Enfin, à part des petites choses, enfin, qui sont des différences qui sont les mêmes que entre les populations, quoi. Et enfin, la parure, en fait, donne vraiment ce côté un peu civilisé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette imagerie du sauvage Issurte. On est face à des populations qui ont un sens esthétique très très fort, qui passaient beaucoup de temps à récolter des objets pour orner leur corps, pour orner leurs vêtements, parce qu'on est dans des périodes glaciaires, hein, donc les gens sont très couverts quand même. On a des colliers, on a des parures brodées en fait sur les vêtements. On a perdu les couleurs, etc. Mais par exemple, les littorines, qui sont, vous savez, des petits bigorneaux que vous ramassez quand vous êtes sur la plage, quand vous étiez gamin, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, moi, je le fais. C'est des sortes de petits bigorneaux roses, jaunes, oranges, etc. Et donc ça, par exemple, ils adorent. Et Alors je te coupe, ça fait 3 minutes. Est-ce que tu arriveras à conclure rapidement ou pas? ouais, t'inquiète. Et donc, en fait, voilà, ils ont plein de parures qui, du coup, donnent une image un peu différente du cliché qu'on a. Donc, sachant en plus que ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que des matériaux qui ne sont pas périssables et qu'on peut imaginer qu'il y avait bien d'autres choses, des matières végétales comme du bois, etc., etc. Je reviens sur mon diaporama encore et voilà, donc avec des super images kitsch de Far Cry Primal qui est un peu vieilli, mais
que tout le monde connaît. Donc voilà, on retrouve énormément de ces parures. Donc voilà, l'objectif pour moi, c'est de casser un peu les clichés sur la préhistoire et puis de faire connaître en fait la parure, puisque comme dans notre société, la parure c'est quelque chose de futile. C'est pas forcément ce qui est mis en avant quand on parle du paléolithique supérieur. En fait, on parle beaucoup de silex, on parle beaucoup d'outillage, on parle de l'art aussi beaucoup. Mais ces objets qui sont quand même très forts, parce que les gens les portent sur eux, c'est vraiment leur identité, c'est quelque chose qui a probablement du sens pour eux, pas que esthétique, peut-être symbolique, eh bien, on en parle très, très peu. Voilà, donc si on peut faire un jeu sur le sujet, permettrait de faire connaître cette dimension-là et voilà. Et donc je compte sur vous pour ça. OK. Donc, bah, de toute façon, C'est j'ai bon? pris tes derniers objectifs, briser les clichés sur la préhistoire, puis se faire Oui, connaître les périodes du Paléolithique supérieur. Heu, exactement. pour résumer, eh bah, super, merci à toi. Voilà, et puis on détaillera avec le groupe par la suite. Ouais, Et ben bien merci sûr. à tous. De toute façon, il y a le speed dating après pour approfondir, plus les Exactement. questions avec chaque personne, donc pas de souci. Je vais appeler après donc Morgane, tu seras dans l'équipe, Charon et Oh oui, pareil, je vais te mettre dans le chat, tu auras une petite pastille orange, si tu peux l'ajouter, dans ton pseudo. mmh. OK. Ensuite, eh beh, je vais appeler, Olexi. Si tu peux, pareil, prendre le micro Bonjour. et nickel. Moi, je t'entends bien. Est-ce que tout le monde l'entend? N'hésitez pas, les petites pouces, nickel, super. Ok. Et ben, quand c'est bon Est-ce que pour vous toi, voyez mon ouais, écran? on voit, D'accord. nickel. Je suis prêt. Ok. Allez, ben je lance, c'est quand tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexis. J'ai récemment soutenu ma thèse au CEA Grenoble. Aujourd'hui, je souhaite parler de la manière dont nous pouvons utiliser des fibres optiques largement utilisées dans notre quotidien, comme dans la transmission de données et les jouets, pour développer un biocapteur sur fibre optique pour la détection des maladies à l'intérieur du corps humain. Le diagnostic de troubles internes peut nécessiter des techniques imagerie telles que IRM, le scanner ou endoscopie. Endoscopie, c'est une technique peu invasive, largement utilisée pour l'imagerie des tissus de différentes parties du corps des patients. Cependant, elle fournit seulement un examen visuel et aucune information biochimique. Lorsqu'il y a un doute, une observation anatomique n'est pas suffisante pour le diagnostic et des informations biochimiques sont nécessaires, une biopsie peut être utilisée. Néanmoins, c'est une procédure longue, très invasive, qui crée un inconfort pour le patient et retarde le traitement en raison des étapes de préparation de l'échantillon. Pour de nombreux de médecins, il est un rêve d'obtenir des informations biochimiques et d'effectuer une analyse directement sur le site des maladies. Pour cela, il est nécessaire d'avoir un dispositif de biocapteur pour capturer les biomarqueurs de la maladie. Qu'est-ce qu'un biocapteur? C'est un dispositif qui traduit un événement de liaison entre les molécules cibles dans un milieu de test et une couche de biorécepteurs déposée sur le dessus d'un transducteur qui le traduit en un signal physiquement mesurable, lequel est amplifié et traduit en une forme significative. Des exemples de biocapteurs courants sont les biocapteurs de glucose et les tests de grossesse. Ici, le biocapteur permettra une analyse moléculaire multiplexe des différentes molécules cibles. Pour réaliser une détection à distance, les fibres optiques couramment utilisées pour la communication, la médecine ou dans les jouets peuvent être employées. Cela fournira une détection à distance en temps réel à l'intérieur du corps humain. Le défi de ma thèse est de combiner ces deux technologies maturées pour créer un biocapteur sur la pointe d'une fibre optique qui est un peu plus grosse que les cheveux humains. Merci. Eh ben nickel, il te reste 10 secondes si tu veux. Ça marche. Du coup, ouais, si je devais résumer ta thèse, t'as l'aspect diagnostiquer la maladie à l'intérieur du corps via un biocapteur. Exactement.
Euh, N'hésite En pas. utilisant fibre optique. N'hésite En pas. utilisant fibre optique. Ok. Alors, je vais taper ça. Tac. Et un exemple de maladie, c'est cancer. Ok, alors du coup, j'ai résumé, donc diagnostiquer des maladies à l'intérieur du corps humain via des biocapteurs. Sur fibre optique. Ouais, sur fibre optique, c'est ça que tu me disais. Hop, sur fibre optique. Ok, et ben nickel. Donc toi, tu seras donc dans l'équipe Nix avec une petite pastille jaune. Pareil que tes collègues, je t'inviterai à l'ajouter dans ton pseudo. D'accord, merci. Et la personne suivante, Ronan. Si tu peux prendre place sur l'estrade. Alors, je vois que tu es mute. N'hésite pas à allumer ton Ouais, micro. c'est bon, est-ce que tout le Super. monde m'entend? Ouais, moi je t'entends bien. Ça réagit dans le Parfait. chat. Nickel. Ok, Et ben, quand parfait. tu veux, je lance. Bonsoir tout le monde. Donc comme vous le voyez sur ce superbe template PowerPoint, je suis doctorant en droit et je travaille sur le sujet des preuves en droit de l'intelligence artificielle. Donc on utilise de l'IA dans, hop, dans, hop, voilà, merci. Dans plein de domaines différents, donc la sécurité dans les espaces publics, les détections de cancer du sein sur des radios, évaluer le potentiel des candidats lors d'un entretien d'embauche. C'est très à la mode, vous avez dû voir passer beaucoup de ces utilisations. Le problème de l'IA, c'est que ça marche pas toujours super bien, comme par exemple là, où on a demandé à une IA de repérer et d'identifier les objets sur une image, petite erreur. Et de manière un peu plus grave, des fois ça fonctionne, mais pas de manière légale, comme lorsque par exemple un logiciel d'IA considère que les personnes noires ont plus de chances d'être criminelles que les personnes blanches. Voilà, désolé, c'est un peu sérieux, c'est le droit malheureusement. Et du coup, face à ça, se pose la question, si on veut tant utiliser l'IA que ça, comment on peut faire confiance aux logiciels et à leurs résultats? En droit, nous, il y a eu un règlement qui est sorti, qui impose que les systèmes qui sont commercialisés ont une certaine exigence de qualité. Le problème, c'est que l'IA, c'est très compliqué. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'un système fonctionne de manière légale? Comment on le teste? Comment on le prouve? Et est-ce que ça vaut vraiment quelque chose en termes de confiance? Et c'est là que mon travail de recherche intervient. J'essaie de déterminer quelles sont les preuves qui seront pertinentes pour s'assurer que nos systèmes qu'on utilise fonctionnent correctement et en conformité avec le droit. Petite nuance pour ceux qui n'ont jamais fait de droit. En droit, une preuve, ça ne sert pas à démontrer qu'une chose est vraie. Une preuve, ça sert à convaincre quelqu'un que c'est vrai. Ce qui est une petite nuance importante. Et du coup, mon travail, c'est d'élaborer des procédures et d'identifier les preuves qui sont pertinentes pour qu'on ait confiance dans le système, des preuves qui sont trompeuses. C'est assez compliqué parce qu'on passe d'un langage en français, qui est le droit, à une certification informatique. Du coup, il y a un petit travail de traduction qui est assez compliqué. Et j'applique ça à la fois pour la certification de ces systèmes, mais aussi pour aider les juges à différencier les preuves qui sont fausses des preuves qui sont intéressantes quand elles sont produites au procès par un système d'IA. Voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce sujet. Eh bah, trop chouette. Pile poil dans les temps. Du coup, pour résumer ta thèse, est-ce que si je garde la question comment faire confiance au logiciel d'IA à leurs résultats, ça te semble correct? Ou qu'est-ce que tu as une autre proposition? Pour être un peu plus précis, ce serait comment. Non, si, ça. Quelles sont les preuves qui permettent de donner confiance
dans l'IA et ses résultats. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, hop, donc comme ça, quelles sont les preuves qui permettent de donner confiance en l'IA et ses résultats? Hop, ça marche. Bah, c'est noté. Du coup, toi, tu seras dans l'équipe Strix et je vais te donner la petite pastille. Hop, verte. Et du coup, pour la petite anecdote, les noms des équipes, c'est Paul qui les a choisis et c'est des lunes de Saturne, je crois. Si je dis des grosses bêtises, dis-moi dans le chat. Ce n'est pas du tout mon domaine. Ensuite, je vais appeler Yann à venir sur l'estrade pour nous parler de ton sujet. Alors, Allez, nickel. Vous m'entendez, ouais? Ouais, on t'entend et on voit le partage d'écran. Et ben, quand tu veux, je lance. Ok. Eh ben, salut, moi je m'appelle Yann Lejeune. J'ai participé déjà l'année dernière à la Super Scientific Game Jam Online. Et donc je reviens avec un autre sujet de recherche qui est en fait une chasse aux Vikings sur les îles de Loire. Alors voilà, ça se passe dans l'ouest de la France, sur les bords de la Loire, où en fait au 9e siècle, ben, c'est un peu le chaos. La Bretagne est indépendante, ça c'est peut-être une bonne chose, mais en tout cas, au niveau de la France, Charlemagne est mort il n'y a pas longtemps. Et là, on est sur ces petits-fils qui sont en train de se taper un peu les uns sur les autres. Et les Vikings profitent de ça pour remonter la Loire. En 843, bah, ils crament Nantes. Et en 853, eh ben, ils attaquent une abbaye à Saint-Florent-le-Vieil, où en fait, ce qu'on sait, et c'est marqué un petit peu partout quand on se balade là-bas, on nous dit, bah voilà, en 853, les Vikings, ils sont venus à Saint-Florent-le-Vieil, et après, ils sont installés en bas, au pied de l'abbaye, sur une île qui s'appelle l'île Batailleuse. Mais alors, personne ne sait où c'est, et pour l'instant, on ne sait pas trop où trouver ce genre de truc, quoi. Alors, premier truc qu'il faut faire quand on a une question comme ça, c'est évidemment retourner aux sources. Donc quand je dis retourner aux sources, moi, c'est trouver des historiens que je fouette pour qu'ils travaillent pour moi, parce que moi, je ne suis pas historien. Donc j'ai travaillé avec des historiens, notamment Teddy Véron. Donc on a remonté la piste depuis toutes les citations biblio et tout ça pour retrouver vraiment les textes les plus anciens, donc qui sont quand même du Xe siècle, ce qui est très vieux hein, pour des textes. On a plusieurs versions, on a travaillé toutes les versions, et donc on arrive à cette transcription-là, la plus fidèle que l'on ait, qui dit que voilà, en fait, les Vikings, ils ont aménagé en fait un abri sur une île au pied du monastère et que c'était même une sorte de bourg. En fait, au final, les textes, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont construit quasiment une sorte de village viking, tout à fait en bas, au pied de cette abbaye. Alors, le problème, c'est qu'on trouve aucune trace de vestiges archéologiques actuellement. Alors, comment faire? Plutôt que de creuser au hasard, moi, l'optique que j'ai eue, c'est de d'abord essayer de savoir où étaient les îles au 9e siècle. Et à partir du moment où on saurait où sont les îles, on saurait où chercher des Vikings. Sachant qu'actuellement, la Loire, elle est très différente de même celle qui existait au 18e, et qu'on a un fleuve qui charrie du sable et qui a un peu tout noyé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord travaillé avec des fichiers 3D LIDAR pour faire de la géomorphologie, c'est-à-dire comprendre la forme des îles et déduire l'histoire des îles en fonction de ça. On a trouvé une candidate, on a fait de la géophysique, donc on s'est baladé avec un copain avec une sorte de radar pour détecter l'endroit où il y a du sable, l'endroit où il n'y a pas de sable, essayer de se dire est-ce que c'est vraiment une ancienne île qui pouvait exister au 9e siècle. On a fait des trous dedans avec une sorte de tire-bouchon qu'on appelle une tarière. On a trouvé des charbons, on a daté des charbons et bingo, on a trouvé un niveau qui correspond à un sol qui a été occupé au 9e siècle. Donc on a une île qui potentiellement contient le premier site viking qu'on pourrait trouver en France, sachant qu'il n'y en a pas actuellement de site d'habitat viking. On a une tombe sur l'île de Groix, quelques dépôts monétaires et c'est tout. 3 minutes 10. Bah nickel. Ouais. Impeccable. Du coup, si je devais résumer ton
ton sujet, est-ce que chasse aux Vikings sur les îles de Loire, ça suffit? Ou tu Ça veux va, ou tu veux le compléter t'as ça sinon, mais qui est plus scientifique. Mais sinon, géoarchéologie alluviale appliquée à la recherche de paléoïles du premier Moyen-Âge en Basse-Loire. Mais chasse aux Vikings, ça va, hein. Ouais, je trouve que c'est plus vulgarisé. C'est plus simple. Mieux, Ça ça marche. marche. Merci à Ok. tous. Eh ben, très chouette. Donc toi, tu seras dans l'équipe Hydra avec une petite pastille bleue que je te mets dans le chat. Pour la rivière, merci. C'est ça, t'as vu. On reste dans le thème. Du coup, ben, je vais inviter la personne suivante. On sera donc sur l'équipe Kerberos avec Juliette. Si tu veux prendre place sur l'estrade pour prendre le micro. Alors bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parce Alors que moi, je tout à l'heure, vous t'entends. m'entendez pas. Continue à parler, ça faisait un petit peu Oui, assuré là. d'accord. Ok. Du coup, je suis désolée, je peux pas mettre ma webcam parce que ça marche pas très très bien avec la webcam. Du coup, je vais vous lancer ma plateau. Est-ce que c'est bon, vous voyez? Ouais, on voit ta Super, présentation, très bien. c'est nickel. Ok. Alors, du coup, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Alors, je suis très enthousiaste de participer à ce concours et j'espère que mon sujet de thèse interpellera votre curiosité ou tout au moins vous apportera quelques connaissances que vous pourrez ressortir savamment. Donc, ça, c'est moi sur le terrain en train de travailler, muni de mon outil préféré, ma fourche bêche. Alors, ce n'est pas pour faire du jardinage, mais pour chercher des vers de terre. Et je réponds par avance à la question qui m'est posée très souvent, non pas pour la pêche, mais pour la science. Alors pourquoi cherche-t-on à étudier les vers de terre? Eh bien parce qu'ils jouent un rôle clé dans la fertilité des sols. Leur galerie participe à l'aération, l'infiltration de l'eau et facilite la pénétration des racines. En l'ingérant, ils décomposent la matière organique grossière, l'incorporent dans le sol et stimulent l'activité microbienne. Leur déjection, les turicules, améliore la stabilité du sol et le protège contre l'érosion. L'action combinée des vers de terre et des micro-organismes déjà présents dans le sol permet la formation d'humus et la libération de minéraux, ce qui augmente la disponibilité des nutriments pour les plantes. Ce sont donc des alliés indispensables à la vie du sol et donc des plantes qui s'y nourrissent. Mais une menace pèse sur eux, c'est le changement climatique, et tout particulièrement l'augmentation et l'intensification des périodes de sécheresse. Car le ver de terre a une respiration cutanée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas respirer dans un milieu trop sec parce que il y a besoin d'humidité. Donc dans les sols trop secs, eh bien, ils ne survivent pas. Il est donc important de se demander comment les populations de vers de terre vont-elles être impactées par ce changement climatique. Et c'est la réponse à laquelle je vais essayer de répondre dans le cadre de ma thèse. Donc à l'aide de ma fourche bêche, je vais estimer les populations de vers de terre actuelles en effectuant des prélèvements de sol répartis sur le territoire. Je vais comparer ces données avec des prélèvements qui ont été effectués il y a 20 à 50 ans par 2 autres chercheurs. Puis, en couplant ces résultats avec des analyses de qualité de sol, d'humidité et des données climatiques, je pourrais estimer la tolérance à la sécheresse des vers de terre et comprendre quels sont les facteurs limitant leur activité et leur survie. Et enfin, je pourrais proposer un modèle de prédiction de la répartition des vers de terre en fonction des différents scénarios de changement climatique qui pourra permettre de prendre des mesures préventives afin de protéger nos petits vers de terre pour garder des sols vivants qui permettront de continuer à faire vivre nos cultures. Voilà. Eh ben, trop. Et puis il te reste un peu de temps, mais cool, trop intéressant. Du coup, tu as dit à un moment donné une question qui était super, qui avait l'air de bien recenser, mais forcément je l'ai un peu oublié puisque j'essaie de synthétiser à chaque fois les sujets. C'est en gros, c'est comment tu étudies la vie des vers de terre et tout, comment je pourrais le synthétiser? Comment l'étude des vers de terre, je sais pas, est-ce que t'as une phrase à
à me suggérer? Du coup, moi, j'étudie l'effet du changement climatique sur les populations de vers de terre. Ok. Alors, hop. Voilà. Comme ça, je prends note sur les populations de vers de terre. Eh ben, nickel. Comme ça, c'est bon, étudier l'effet du changement climatique sur les populations de vers de terre. Hop. Eh ben, super, merci. Et donc, toi, tu seras dans l'équipe Kerberos avec une petite pastille violette. Et du coup, je vais appeler Sabrina à nous rejoindre sur l'estrade. Bonjour, je vais vous partager ma présentation. Alors, ok, si elle veut bien fonctionner, ce qui n'est pas le cas. Si, c'est bon, ok. Ah, top, on voit bien. Et quand tu veux, bah, je lance. Je vais lancer le chrono en même temps. Hop, c'est bon, j'ai lancé. Alors, bonjour, moi je suis Sabrina Boulcourt, doctorante en 2e année en psychologie du développement cognitif. Hop. Et mon sujet, il s'intitule Les bases conceptuelles et cognitives de la néophobie alimentaire chez les enfants de 3 à 6 ans. Et ma thèse, je la fais entre Dijon et Lyon. Alors déjà, pour comprendre mon sujet de thèse, il va falloir que je définisse plusieurs termes, dont la néophobie alimentaire. Donc la néophobie alimentaire, c'est un terme qu'on peut découper en plusieurs façons. Donc on a néo pour nouveau, phobie pour la peur et alimentaire pour l'alimentation. Donc tout simplement, la néophobie alimentaire, c'est la peur de la nouveauté dans l'alimentation. Dans la littérature scientifique, c'est défini comme étant la réticence à manger ou à essayer des aliments qui semblent nouveaux uniquement sur la base de leur apparence visuelle. Donc par exemple, cette carotte orange que tout le monde connaît, et bah pour un enfant très très jeune, si je lui présente une carotte rouge, jaune, violette, peu importe, en fait, elle va lui apparaître différente. Il va pas penser que c'est la même carotte que la carotte orange, même si on lui dit, parce que visuellement, elles n'ont pas la même couleur et que dans sa tête, une carotte, c'est censé être orange, c'est pas censé être rouge. Pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus? C'est parce que plus on fait des rejets alimentaires quand on est très très jeune, à 3 à 6 ans, et plus il va y avoir des conséquences assez graves pour la santé, parce que c'est l'âge assez charnière pour le développement du cerveau. Donc c'est important d'avoir les nutriments nécessaires pour avoir un cerveau qui se développe de manière convenable. Il y a aussi des études qui ont montré que la consommation de fruits et légumes, elle prédisait les progrès scolaires au collège, notamment en lecture, sciences ou mathématiques. Donc plus les enfants mangeaient variés et plus ils avaient des meilleurs résultats scolaires au collège. Un dernier point, c'est que quand on rejette très très fortement des aliments quand on est très jeune, en fait, ça va déterminer aussi nos habitudes alimentaires quand on est adulte. Et ça peut mener à différents problèmes tels que de l'anorexie si on mange très très peu de choses ou peut-être même de l'obésité si on décide de manger que des aliments extrêmement gras. Alors, comme je l'ai dit, c'est uniquement sur la base de l'apparence visuelle. Et donc, du coup, en fait, il y a les fonctions cognitives qui vont être impliquées. Donc, qu'est-ce que c'est les fonctions cognitives? Ce sont les facultés mentales qu'on possède. Donc, moi, je travaille sur plusieurs fonctions cognitives. Je travaille sur la mémoire de travail, l'inhibition et la flexibilité mentale. Donc, la mémoire de travail, c'est pouvoir retenir des informations à court terme pour pouvoir les réutiliser immédiatement. Donc le petit jeu qu'on fait, c'est je donne une série de chiffres, 4, 5, l'enfant me donne la bonne réponse, s'il me donne la bonne réponse, je rajoute un chiffre, et ainsi de suite, et on voit jusqu'où il peut aller. L'inhibition, c'est la capacité d'inhiber en fait ce qu'on voit pour ne pas donner la réponse qui nous semble le plus correcte. Donc ici, dans mon exemple, pour le premier mot, on a envie de dire jaune, mais en fait la bonne réponse c'est vert. La flexibilité mentale, c'est être capable d'être flexible, donc de changer de règle quand je demande à ce qu'on change de règle,
Parfois, je demande à ce qu'on donne la couleur, des fois, je demande à ce qu'on donne la forme. Et ensuite, pour les concepts, on a 3. On a la catégorisation. Si je vous demande qu'est-ce que c'est une pomme rainette, vous êtes capable de me dire que c'est une pomme, que c'est un fruit, que c'est de la nourriture. Pour les connaissances, si je vous demande à partir de quoi sont faits les frites et les chips, vous êtes capable de me dire que c'est fait à partir des pommes de terre. Et aussi de généraliser des propriétés. Donc si je vous dis qu'une carotte orange a les mêmes propriétés que toutes les autres carottes, vous êtes normalement capable de le faire. Donc l'objectif de ma thèse, c'est d'identifier les fonctions cognitives et les connaissances alimentaires impliquées dans la peur de la nouveauté dans l'alimentation. Et comment est-ce que je fais ça? C'est en collectant des données auprès d'un très grand échantillon d'enfants différents pour avoir des scores de néophobie différents et puis voir un petit peu comment ça se passe dans la population générale. Voilà. Bah top. Est-ce que tu peux remettre ton partage écran? Comme ça, je finis de noter la dernière phrase. Ah, pardon. Oui, je peux le faire. Normalement. Non, mais en fait, j'ai fermé mon PowerPoint. Moi, je suis super intelligente. Pas de soucis. Je vais partager mon écran, ça va être plus simple. Voilà. Ok, donc ouais, c'est identifier fonctions cognitives et les connaissances alimentaires. Tac, tac, tac. Ouais, impliquer. Et donc ça, c'était chez les jeunes enfants. Tu dis entre 3 à 6 ans, c'est ça? Oui, alors en fait, ma thèse, c'est majoritairement sur les enfants de 3 à 6 ans, mais en fait, pour pouvoir faire des comparaisons avec des adultes qui seraient aussi néophobes, donc qui rejetteraient un grand nombre d'aliments, en fait, mes études, je vais aussi les faire sur une population adulte. Je cherche Ok. majoritairement sur les enfants, mais je fais des comparaisons. Ok. Eh ben super, trop bien. Hop, je vais couper l'enregistrement.